Jeunes, on fait pas tellement attention, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. Il y avait des soldats de chaque côté qui leur tiraient dessus dans le dos. Je suis le dernier homme qui a failli être emmené. Il m'a mis sa mitraillette dans le dos pour me faire descendre. Sinon, je crois que je serais pas là pour vous raconter aujourd'hui. J'aurais été habillé, je serais parti. Je serais peut-être plus là. Bonjour, je suis André Barat. Mon père est l'une des 86 victimes du massacre d'Ascq, perpétré par les SS dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Aujourd'hui, à 96 ans, je vous raconte mon histoire sur légende. Vous aviez 11 ans quand la guerre a été déclarée, la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous souvenez de l'ambiance du pays à ce moment-là ? En 1939, la déclaration de guerre, oui, je m'en souviens bien. Mais jeune, on fait pas tellement attention, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. On a l'impression que la vie continue pour nous, sauf que si vous voulez, il y a l'appel des militaires, donc il y a les troupes qui arrivent. Nous, à Villeneuve d'Ascq, on a vu arriver, si vous voulez, les Anglais qui ont cantonné pendant l'année 39 et 40. Je me souviens de les avoir vus monter en Belgique au moment de l'invasion, le 10 mai 40. Vous vous rendiez compte que c'était la guerre ? Entre deux, il y a quand même une espèce de drôle de guerre. On s'est demandé ce que c'était. En fait, on entendait, si vous voulez, les commentaires sur les lignes de front, mais au loin, c'était loin de chez nous. Bon, c'est loin, c'est pas tout près. Donc, on a eu ça. Puis le 10 mai 40, le 12-13 mai, la percée sur Sedan. Et je sais que le 17 mai, mes parents décidaient d'évacuer. Quand l'Allemagne a occupé la France à partir de 1940. Les réfugiés descendent, et puis ça s'est arrêté. Ça a été une demi-journée sans personne, et puis on a vu l'armée française qui descendait à pied. On n'a pas vu beaucoup de véhicules, je me souviens pas d'en avoir vu. Et puis on a eu une journée de calme, et le lendemain on a vu arriver une estafette, une motocyclette avec 2 Allemands, qui sont d'ailleurs arrêtés pour se ravitailler en essence, et puis qui sont partis, et puis on a vu l'armée arriver, puis ça circulait. Et on a revu les soldats français qui étaient passés à pied, prisonniers dans l'autre sens. À un moment donné, il y a un prisonnier qui est sorti du rang parce que il était devant sa maison avec sa femme était à la porte, donc il est allé l'embrasser, et je dirais, les sentinelles, ils ont dit, c'est chez vous ici? Oui, il me dit, oui, pour vous, la guerre est finie. Donc il est rentré chez lui. Alors oui, 2 poids, 2 mesures. Quand la France était vraiment occupée par l'Allemagne, vous les voyez, les Allemands? Ils étaient toujours dans le village autour de vous? C'est-à-dire qu'à Ascq, on avait 2. Il y avait ce qu'on appelle le bataillon 108, qui sont des territoriaux, qui sont des garde-voies, qui sont là, ça a été toujours les mêmes, à tel point que le jour du massacre, ils ont sauvé des hommes, ils en ont sauvé quelques-uns. Ils ont failli en venir aux mains, et même plus, avec les SS. Donc les soldats allemands ont sauvé... Ah oui. Et puis dans le centre du village, il y en avait aussi, mais ils n'étaient pas gênants, machin, bon. Est-ce que les Français qui habitaient dans le village, qui voyaient ces soldats, est-ce qu'il y avait une haine de ces soldats allemands? Moi, je peux pas dire. Pour dire de la haine, il faudrait qu'il y aurait des exactions ou quelque chose. Non, ils étaient calmes, ils étaient tranquilles, on les gênait pas. Comme on est occupé, c'est puis nous qui avons la parole. Parce que le bataillon 908, par exemple, ils n'ont pas de véhicule. Il y a des moments, ils ont eu besoin de véhicules. Il y avait M. Sabin qui avait une camionnette qui marchait au gaz. Il l'empruntait facilement. Mais tout ça se passait très bien, calmement. Et il l'a ramené en état propre. J'avais l'impression que la vie continuait tout doucement, avec les privations, puisqu'on manquait de pain, on manquait de la viande, on n'en avait pas tous les jours. C'était dangereux de croiser des soldats allemands, par exemple, dans la vie de tous les jours ? Non. Non, on est allé plus d'une fois à Lille, on allait à Lille, il y en avait beaucoup plus puisqu'ils circulaient. Mon père, il s'est trouvé être délégué de la Croix-Rouge et délégué du Secours National. De ce fait-là, il a créé, si vous voulez, le colis de prisonniers. Tous les mois, il y avait un colis pour les prisonniers et donc les femmes de prisonniers, il exigeait qu'ils viennent faire le colis et puis y mettre quelque chose de personnel ou un plus pour les prisonniers, parce qu'il faut les encourager, les faire tenir le temps qu'il faut. Et il a créé la soupe populaire à une époque où on manque de tout. Et il faisait une soupe tous les jours. Je sais pas, il faut trouver les légumes. Il faut avoir de quoi chauffer. Après le massacre, j'ai souvenir d'une personne qui, à chaque commémoration, en rentrant chez elle, elle passait par la maison et elle sonnait.
Et quand c'était moi qui venais ouvrir, elle me disait « André, si tu savais que ton père, c'est quelqu'un ». Alors votre père s'est fait massacrer. On va y revenir juste un tout petit peu après. Est-ce qu'il était dans la résistance, votre père ? Il a fait de la résistance, si vous voulez. C'est les renseignements et surtout, si vous voulez, aider les jeunes, ceux qui devaient partir au STO. Et puis une chaîne pour des prisonniers évadés, des aviateurs ou même à l'époque, il y a eu des Anglais. Faire une chaîne pour qu'ils puissent retourner sur l'Angleterre. Parce qu'il y avait deux types de résistance. Il y avait la résistance pour les informations. Lui était du côté, si vous voulez, des renseignements et l'aide aux Français. Il y avait une section qui s'occupait des attentats. Bon, qui au début a été calme. En 1943, ils ont commencé à faire quelques attentats par-ci, par-là. Et pratiquement pas sur les voies, sauf, disons qu'en 1944. Donc Londres avait dit... isolé, si vous voulez, toute la partie nord. Donc, ils sont décidés à faire des attentats sur la voie. Mais votre père n'était pas dans cette section-là ? Non. À quoi ça ressemblait, la résistance ? Est-ce que c'était comme dans les films ? Chacun avait un surnom, ils se rencontraient dans des endroits très cachés ? Enfin, à quoi ça ressemblait directement ? Personnellement, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux rien dire, je ne sais pas. Je sais pas. Et même des personnes que j'ai rencontrées qui ont fait de la résistance avec mon père, n'ont jamais parlé de surnom. Moi, j'ai jamais eu cette impression-là parce que j'ai jamais entendu de surnom, parler de choses et autres. Il y a que, en principe, on essaie de faire attention, éviter de trop bouger ceci ou cela. Mon père, ses voitures, quand on est rentré en 40, les deux voitures, il y avait deux voitures, il les a débarrassées, il n'y avait plus de voitures du tout à la maison, on n'a eu que des vélos. Et puis je vous dirais qu'à la longue, on partait en groupe, les deux tandems garnis, et puis les vélos, on était 4-5 vélos derrière. Et on revenait, les tandems, il n'y avait plus qu'une personne dessus. Et puis, moi qui entretenais les vélos, je me rendais compte qu'il y avait des vélos qui, je ne les connais pas ceux-là. Puis un beau jour, ils ont disparu, puis j'en ai revu d'autres arriver. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé le 1er avril 1944 ? En fait, le samedi à midi, on rentrait en vacances de Pâques. À 15 ans, on est encore jeune, c'est des vacances avec les cousins qui sont sur place. On va pour s'amuser pendant une quinzaine de jours. Le soir, à partir de 11h15, tout a basculé. À la sortie du cinéma, les gens sont rentrés chez eux. Et certains ont dû voir un résistant qui est rentré chez lui avec sa mitraillette. Et puis, il y a eu l'attentat sur la voie. Normalement, c'était prévu un train de ravitaillement allemand qui devait aller en Normandie. À la frontière belge, il y avait un train en attente de SS, dont le commandant, c'était le capitaine Hock. Le lieutenant Hock a demandé à passer à la place du train de ravitaillement parce qu'il savait qu'il y avait déjà eu des attentats. Donc, il devait passer juste derrière l'express Bruxelles-Lille. Bon, il est passé 10 minutes après, mais il est tombé sur le pétard et... Donc, le train a été arrêté. Un explosif mis par la résistance. Oui, le train est arrêté par l'explosion. Il y a eu un wagon et demi déraillé, une motocyclette dégradée. C'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de victimes. Et au bout d'un quart d'heure, donc le lieutenant Hock il a décrété, il a réuni des groupes de soldats et les a fait répandre dans le village. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont ramassé les hommes et puis au fur et à mesure ils s'éloignaient, si vous voulez, de la voie ferrée et qu'ils sont arrivés à la maison. Donc ils ont frappé. Mon père s'est douté, savait, donc il était dans l'escalier, il attendait presque de partir. Donc ils l'ont emmené. Et il est parti, on l'a vu partir entre deux. J'ai eu l'impression qu'il s'était raidi. Et après, c'est tout. Et nous, on est restés dans la maison à l'étage à attendre le temps qui passe. Et puis, au bout d'une demi-heure, il y a un groupe qui est repassé chez nous, qui est repassé à la maison. Et là, ils étaient trois. Il y en a un qui est resté en bas de l'escalier. Il y en a un qui est monté. Quand il m'a vu, il a voulu que je lui fasse visiter la maison. Donc on a fait le tour des chambres et quand on a eu fini, il m'a mis sa mitraillette dans le dos pour me faire descendre. J'avais l'habitude, moi, je me lève, je m'habille. Je ne descends pas en pyjama, jamais fait. Donc je voulais pas partir, je voulais remonter. Et lui, il voulait pas. De ce fait-là, il a commencé à crier. Et le troisième, qui était un sous-officier, qui était là, il s'est donc montré
Il m'a mis sa grosse lampe noire là, sous les yeux. Et il m'a regardé, puis il a trouvé que j'étais trop jeune. Donc il m'a dit, scout couché dehors. Donc je suis resté. Sinon, je crois que je ne serais pas là pour vous raconter aujourd'hui. Hein. C'est juste votre apparence qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Votre apparence de l'époque? Probable. C'est probable parce que j'ai une photo d'un groupe de jeunes. En 1943, je suis un petit peu le plus jeune de tous. Je dirais, j'ai eu la chance d'échapper. J'avais 15 ans et j'ai 4 camarades qui y sont passés. Hein. Donc, là, ça vous marque. Où est-ce que les hommes partaient? Ces hommes qui étaient pris par les SS, où est-ce qu'ils partaient? Les hommes pris par les SS, les hommes partaient sur la voie. C'est soi-disant pour remettre la voie en état et puis remettre le train, remettre en route, remettre le machin. Nous, dans la famille, il n'y a personne qui jamais n'a pensé qu'il pouvait se faire massacrer comme ça. Quand ils sont arrivés sur les voies, il s'est passé quoi? Ils ont été groupés à la cabine au passage à niveau et puis emmenés sur les wagons. Ils les ont fait monter dans un wagon et puis en les descendant, il y avait des soldats de chaque côté qui leur tiraient dessus dans le dos. Donc là, on a trouvé la plus grande partie devant le terrain, ce qu'on appelle, qui est maintenant le mémorial. La voie de chemin de fer, il y en a une cinquantaine, une soixantaine. Ils sont tombés là. Et votre père faisait partie de ce groupe? Mon père fait partie du deuxième groupe. Donc il y avait déjà vu des morts sur le bord de la route et tout. Et je pourrais dire qu'étant donné qu'on avait l'usine qui était dans la cour, qui était assez loin, il y avait des endroits où il pouvait se cacher, il pouvait se camoufler. Il aurait pu, mais je crois qu'il l'aurait jamais fait parce que c'est moi qui pouvais t'emmener. Je crois qu'il n'aurait pas supporté de vivre avec son fils mort. C'est quoi la dernière phrase que vous lui avez dit avant qu'il soit emmené par les SS? Je crois qu'il n'a pas dit un mot, il n'a rien dit. Après avoir appris donc son décès, on était tous consternés. J'ai eu l'impression que j'ai eu un vide. Je tombais dans le vide sans parachute. J'avais l'impression que ça n'arrêtait pas, que ça n'avait pas arrêté. Tout ce qu'on a vécu, tout ça, c'est fini, c'est abandonné, on va vivre comment, ça va être comment, quelle va être vie. Ma mère, elle a son beau-frère et sa femme qui sont venus parce qu'ils avaient appris par la bouche, par n'importe qui, de Tourcoing, comme quoi il y avait eu le massacre, donc ils sont venus en voiture. Et à un moment donné, on dit, tiens, les SS se répandent dans le village. Et ma mère a pris peur. Et elle a dit à mon oncle, tu vas partir tout de suite, tu emmènes André. Donc moi, je suis parti avec eux. Je suis resté 1 jour et demi chez eux. Il y a un groupe scolaire qui a servi, si vous voulez, de champ funéraire pour les 86 victimes. Ils étaient tous étendus sur la paille, sur 3 rangées. Ma mère a demandé si on voulait les voir. Elle est allée plusieurs fois avec ma sœur aînée. Elle est allée les voir. Moi, je venais d'arriver mardi à midi. Je me disais déjà, je suis devenu chef de famille. S'il y en a un qui remplace son père dans l'usine, ça va être moi. Vous n'êtes pas allé voir le lieu où il y a eu et ma sœur qui était juste devant moi, et mon frère et ma petite sœur ne sont pas allés non plus. Le soldat, le soir du massacre, qui vous a dit de rester couché, est-ce que vous l'avez retrouvé plus tard? Non. Je ne vais pas vous dire que je vais le retrouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait une tête petite, bien ronde. Avec le casque, on avait l'impression qu'il n'avait pas de cou. Je veux dire, il devait pas être beaucoup plus grand que moi, qui était pas grand déjà à l'époque. Non, je ne peux pas. Et je crois qu'il faut vraiment un moment être devant quelqu'un pour vraiment s'en souvenir, parce que quand vous voyez quelqu'un moi je l'ai vu combien de temps? Quelques minutes, même pas. Vous savez, quand il était dans l'escalier, moi j'étais plus bas que lui, donc il était avec sa mitraillette à me pousser dans le dos. Moi je voulais remonter, je ne voyais pas pratiquement. Et à ce moment-là, vous pensiez être emmené? Et vous pensiez que c'était la fin? Oui, j'ai pensé être emmené, mais je voulais m'habiller. J'aurais été habillé, je serais parti. Je serais peut-être plus là. Dans le massacre, il y a eu un 4e peloton qui a été rassemblé. Ils étaient une 40aine. Et il y avait le maire au milieu d'eux qui parlait un peu flamand. Donc il a protesté en disant que c'était pas normal, et Cielon, de massacrer les gens. Et je sais que le lieutenant Hawk lui a dit, vous aussi, vous y passerez. Ils ont commencé à les emmener quand ils ont entendu des coups de sifflet. C'est la gendarmerie qui s'est déplacée pour arrêter le massacre. C'est ce qu'on appelle le dernier peloton. Ils ont été sauvés de ce fait-là. Au dernier moment. Au dernier moment. Et on peut même dire, il y en a certains qui ont dit, on nous a dit qu'on pouvait partir. On a hésité, on a eu peur. Vous étiez l'un des derniers hommes du village à ce moment-là, après le massacre? Si vous voulez, moi, je pourrais dire que je suis le dernier homme qui a failli être emmené, et c'est comme ceux du dernier peloton, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Si, il y a encore des enfants de massacrés, mais
La plupart, ils ont 5 ou 6 ans de moins. Est-ce que vous êtes allé voir le lieu où il y a eu le massacre, au niveau des rails? À l'occasion des commémorations ou les premières années, on a quand même... La première année, peut-être, on y a été, mais je suis passé bien souvent. Il fallait que j'apprenne tout, puisque je suis rentré à 20 ans, en 49, à la place de mon père, 5 ans après lui. J'ai dit, tu vois, l'atelier est là, tu te débrouilles. Je suis arrivé avec les mains ballantes dans le tissage. Tu te débrouilles, tu apprends à connaître les ouvriers, à connaître... Bon, les ouvriers, on les connaissait, ils sont du village. Nous, la maison était dans la cour de l'usine. Étant jeune, on a quand même travaillé. On a quand même essayé les différents métiers. Moi, j'ai été tourné surtout vers la société parce que c'était encore l'époque où on avait des bons de matière pour pouvoir tourner. Et puis, on a eu une occasion mémorable, c'est que on avait des contrats pour la SNCF qu'on n'a pas su honorer jusqu'au bout, mais certains confrères avaient des contrats, mais ils ont épuisé leurs contrats et continuaient à livrer. Donc, la SNCF a refusé. Donc, ils ont dû passer par des gens qui avaient encore des contrats. Est-ce que vous étiez énervé contre les Allemands de ce qui s'est passé? C'est en réfléchissant, les Allemands, mais c'est comme les Français. Vous avez des Français, donc il y en a qui étaient tournés vers De Gaulle, donc la France du futur. Puis vous avez des pétinistes. Vous avez en Allemagne, vous avez la jeunesse hitlérienne. Mais les anciens, ceux qui ont vécu 14, c'est les soldats de la Wehrmacht. Pourquoi un général de la Wehrmacht à la reddition des soldats français à la bataille de Lille, ils ont défilé en armes pour se rendre? Est-ce que les responsables du massacre ont été traduits en justice? Les responsables du massacre, c'est-à-dire qu'on en a retrouvé 9. Et un, on connaissait le nom et on sait qui a été à Ascq, mais on l'a pas retrouvé, donc il a été jugé par contumace. Les 9 autres ont été jugés au tribunal de Lille en 49, le tribunal militaire. Et ils ont été tous condamnés à des peines de prison plus ou moins longues. Puis il y en a qui ont eu la peine de mort, ils ont été commués en prison perpétuité. Puis au bout de 7 ou 8 ans, ils ont été libérés. Ils ont été graciés, libérés. Pourquoi ? Je crois que, si vous voulez, il arrive un moment... ce sont pas des hauts gradés, des hauts responsables. Ce sont des gens ils ont suivi, ils ont écouté un dictateur. Qui a des belles paroles et qui vous raconte un tas de trucs. Et puis, les jeunes, on se laisse engager. Donc, ce sont un peu les fifres. Ils ont été libérés. C'est tout. La vie continue. Et puis, il y a eu le marché commun. Donc, on a commencé à s'entendre avec les Allemands. Je crois que c'était la meilleure des choses qu'on pouvait faire. Et même pour nous, il faut arriver un moment à pardonner. Il faut y arriver. Et vous y êtes arrivé ? Moi, oui. C'est le moral qui est pris. C'est pas le de corps, j'ai pas souffert, donc des choses qui sont plus faciles à accepter. Je dirais après la guerre, quand on a vu rentrer les prisonniers et puis les déportés des camps de concentration, quand on les a vus revenir tels qu'ils sont, là il y avait encore de quoi se poser beaucoup de questions. J'ai dit un jour il faudrait que j'y aille, mais j'ai mis des années avant de me décider d'y aller. Oradour-sur-Glane, qui est le plus grand massacre qui s'est déroulé en France, où il y a eu plus de 640 morts. Là, disons qu'ils ont rasé un village. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout. Mais je dirais, des orphelins ou des personnes qui sont touchées directement par le massacre de Oradour, il y a très peu. Nous, il y a quand même eu 75 veuves et 125 orphelins. Et des veuves qui ont besoin d'être aidées. Il y en a certaines, le mari est artisan, c'est lui qui va ramener tout. Est-ce qu'on peut pardonner aux SS ? C'est très difficile parce que dans l'histoire du jugement, il y en a un qui a été jugé par contumace. Dans les années 2003 ou 2005, je crois, on a retrouvé sa trace et on a voulu lui intenter un procès. Mais étant donné qu'il a été jugé par contumace, selon la loi française, on ne peut plus le rejuger. C'est peine perdue. On a dit... ça a fait quelque chose en disant on ne peut pas le juger. On ne peut pas entendre quelqu'un aujourd'hui qui est un SS aujourd'hui, l'entendre parler du massacre. Quand on a commencé à parler, il y a des nazis en Allemagne qui sont venus le voir.
Et puis, ils l'ont invité, et puis là, il a commencé à parler, à se déboutonner, à tel point qu'il y a eu des médailles, et puis il a vanté tout ce qu'il avait pu faire pendant la guerre, notamment parler du massacre d'Ascq. Il a été interviewé par une TV allemande secondaire, où il a développé son problème. Et là-dessus, on a eu des renseignements par là. On pouvait le réattaquer. Donc, on l'a réattaqué pour négation du massacre. Et il devait recevoir la notification comme quoi il devait être jugé pratiquement dans les quelques jours de son décès. Il est mort à 96 ans chez lui. Du fait de son décès, les SS ont pris ça pour en faire un pèlerinage. Le maire a décidé de raser la maison parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un centre de pèlerinage. À la Libération, le général de Gaulle est venu à Ascq. Mais il est venu en 47. Et est-ce que vous l'avez rencontré, le général de Gaulle ? Tout à l'heure, je montrais une photo. Et il est venu au cimetière, il est venu devant la tombe de mon père. Donc on a vu le général de Gaulle, je dirais, j'avais qu'à faire ça. Étendre le bras, je l'aurais touché. Il était comment ? Il faut dire que c'est un homme grand, une tenue militaire carrée. Mais bon, il a toujours le mot, il a serré la main de ma mère, et puis il a ses petits mots. Aujourd'hui, vous avez 96 ans. Oui. Est-ce que vous pensez que votre père serait fier de vous ? Je le crois. Je le crois, mais je ne suis pas sa cheville non plus. Hein, parce que ce qu'il a fait, ça me dépasse. À ma taille, j'essaie de faire quelque chose, j'essaie d'entraîner. Pourquoi aujourd'hui on parle pas du tout du massacre d'Ascq ? Il n'y a pas de commémoration nationale ? En fait, c'est de Gaulle qui a choisi, s'il voulait, de prendre Oradour-sur-Glane, parce que ça marque tout le monde. Mais le reste après, c'est chacun régionalement. Bon, Ascq, ça fait des années, mais ça n'a jamais été très loin. Je dirais même la preuve que je suis à Amiens, je rencontre facilement des résidents. Je rencontre les résidents tous les jours, mais j'ai quelquefois, vous connaissez Villeneuve d'Ascq ? Ah oui, on connaît, oui. J'ai mon fils qui fait des études à Villeneuve d'Ascq, mais il connaît l'histoire d'Ascq. Non, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? T'es obligé de leur expliquer. Et j'ai même la directrice qui a voulu que je fasse une présentation à tous les résidents. Mais elle avait bien organisé ça, elle avait bien fait ça. Il y aura plusieurs avant-premières de ce documentaire Ascq 44, les martyrs du Nord, dont le 13 avril à l'UGC d'Ascq et le 16 avril à l'espace Saint-Michel à Paris. Oui. Et vous montrez, vous participez, vous témoignez dans ce documentaire de l'histoire de ce massacre. Oui, et chacun à notre tour, on raconte notre façon, notre vue du massacre. Papa devait s'habiller pour les suivre. C'est donc ce qu'il a fait. Enfin, on était complètement anéantis, dévastés, je dirais. Pour moi, ça a été l'horreur. Et le documentaire sortira au cinéma dans toute la France le 30 avril. Oui. Merci de votre témoignage. C'est important de partager ces histoires. Je crois que c'est important pour tout le monde. Et même surtout pour les jeunes, parce qu'ils n'ont rien connu, n'ont connu que le beau temps, la vie facile. Merci beaucoup. Merci infiniment.